Magazine pluriel. Juliette Kamde. Bienvenue à tous dans ce journal. Bonjour. L'éthique et l'énergie vont connaître une amélioration au Togo. La présidente directrice générale du MCC, Millennium Challenge Corporation, a échangé mardi avec le président de la République sur ces questions. Elle est d'apparence modeste et joue un grand rôle dans les défis environnementaux auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Elle, c'est la mangrove, son importance à suivre dans ce journal. La dépigmentation, agir pour blanchir la peau noire, est une pratique dangereuse. Quelles sont ses conséquences? Un spécialiste répondra à la question. La coordonnatrice genre et protection de l'enfant de la FETAF est l'invitée du journal. Alors que nous, Clémence Lamatou aborde l'initiative Tirer la sonnette. L'édition 2023 a été observée jeudi. Les autres rendez-vous du journal Magazine pluriel, les échos du palais, la revue de presse et les sports. Visite cette semaine de la présidente directrice générale du MCC, Millennium Challenge Corporation. Alice Albright a été reçue par le président de la République, Faure Swazimina Nyazingbe. Elle réitère l'engagement du MCC à accompagner le Togo dans l'élaboration des programmes Seuil et Compact. Alice Albright. We have a wonderful partnership. Nous sommes de Millennium Challenge Corporation. Nous avons un bon partenariat avec le Togo. Nous avons eu une discussion très fructueuse avec le chef de l'État, son Excellence M. Nyazingbe, ce matin. Nous sommes engagés à accompagner le Togo. Nous sommes déjà en train de travailler sur le projet. C'est le projet Seuil ainsi que le projet Threshold qui travaille dans le domaine d'éthique. Également, la réforme foncière. Nous sommes heureux de vous annoncer que le programme évolue bien et va vers son aboutissement. Aussi, nous sommes engagés sur un autre programme qui est un peu plus grand, c'est le programme Compact. Nous sommes allés à l'étape d'élaboration de ce programme. Nous travaillons ensemble avec les fonctionnaires du gouvernement togolais. Avant cette audience, Alice Albright a rencontré le secteur privé. Ils ont discuté des attentes des partenaires privés du programme MCC. Le programme accompagne notamment des projets relevant de deux secteurs, l'éthique, technologie de l'information et de la communication et l'énergie. Dans le domaine de l'énergie, le secteur privé espère l'amélioration de la fourniture de l'énergie électrique. Vignon Aboki, président des petites et moyennes entreprises et industries. Nos défis en matière d'énergie sont de trois ordres. Le premier défi, c'est l'accès. Une PMI, entendez petite et moyenne industrie, a besoin d'avoir accès à l'énergie là où il se trouve. Je vais donner peut-être un exemple de Tchévier qui est à 1 heure de route de Lomé. Nous avons une PMI qui voudrait s'installer là-bas et dans sa zone, il n'y a que les toiles d'araignée comme on les appelle aujourd'hui. Et l'un des axes des projets aujourd'hui, c'est de permettre aux populations vulnérables, entre autres et en particulier les PMI d'avoir accès facilement à l'énergie. Vignon Aboki revient sur la qualité et le coût de l'énergie électrique au Togo. Une chose est d'avoir accès à l'énergie, une chose est d'avoir une énergie de qualité, une énergie stable. Je n'ai pas envie en tant que PMI d'être en train de produire un article et il y a une coupure par exemple. Ce sera des pertes pour moi et ça aura des conséquences sur mon activité. Donc, l'un des axes aussi de ce projet-là est d'améliorer la qualité de l'énergie. Améliorer la qualité de l'énergie et la mettre à disposition à un coût très abordable pour la PME.
Il faut dire que ces propos ont été recueillis par Léontine Atogima. Le numérique, on le retrouve aujourd'hui dans tous les secteurs, c'est sans exception. Il s'agit par exemple des drones et autres matériels informatiques utilisés dans les activités agricoles. L'ambition des producteurs agricoles du Togo, c'est de pouvoir se servir de ces outils. Cette ambition pourra se concrétiser avec le programme MCC. Pacom Johnson. Le programme va subventionner des projets relevant des MCC, technologies de l'information et de la communication. Ceci en vue de faciliter l'accès des populations aux matériels et autres services technologiques. Dr Edé Dona Etri, chef d'entreprise spécialisée dans l'agriculture digitale. Quand nous allons dans les milieux ruraux pour travailler avec les populations rurales, on y va notamment avec nos tablettes, avec nos applications, avec nos drones agricoles. Et donc les drones agricoles, il faut les alimenter. Et nous allons avec des groupes électrogènes. Les groupes électrogènes, il faut mettre du carburant. Cela fait qu'au finish, le service que nous offrons aux populations rurales devient plus cher. On part d'abord sur le principe d'aller amoindrir la souffrance des gens, mais on est contraint d'offrir des services assez chers. Ce programme, avec ces investissements, va nous permettre de pouvoir relever ces défis, d'offrir des services à moins de coûts pour les populations rurales et que ça va avoir forcément un impact positif sur les autres, que ce soit les PME ou les grandes entreprises de notre pays. La réduction du coût de l'Internet sera salutaire pour les PME-PMI, implore Vignon Aboki, président des petites et moyennes entreprises et industries. Aujourd'hui, la PME utilise de plus en plus l'outil technologique. Le chef d'entreprise est obligé de gérer son entreprise en ligne et cela suppose un accès permanent à Internet. Le niveau de consommation en matière de data est important. Les forfaits sont assez coûteux pour la PME. Donc l'un des axes aussi de ces projets-là, c'est d'améliorer l'accessibilité à ces outils technologiques pour permettre véritablement à la PME de mener bien ses activités et de jouer son rôle de moteur de l'économie de notre pays. Plusieurs projets de réforme dans le secteur du numérique, notamment le processus d'enregistrement et de sécurisation du foncier, sont pris en compte par le MCC. Elle peut également contribuer à l'essor de l'économie et peut capturer jusqu'à 10 fois plus de carbone à l'hectare qu'une forêt terrestre classique. Elle, c'est la mangrove. Elle est d'une importance capitale pour les communautés du littoral. Sa protection reste d'ailleurs un espoir pour le monde. La mangrove est une forêt de palétuviers qui pousse dans les zones boueuses des côtes tropicales. Les racines des arbres de la mangrove sont comparables à des veines. Elle s'étale dans toutes les directions, grimpe et plonge dans l'eau. La mangrove se dresse contre les vagues et évite l'érosion côtière, protège même les communautés contre les ouragans. La mangrove permet aux familles de s'approvisionner en nourriture et en bois. Mais l'agriculture, la pêche et l'exploitation forestière illicite, ajoutées au changement climatique, menacent leur existence. Au Togo, ONG et acteurs locaux se mobilisent pour la protéger et la restaurer. On peut citer l'exemple de l'Avotode, l'association des volontaires togolaises et togolais pour le développement, dont l'un des domaines d'activité est la protection des écosystèmes de la mangrove. Agriculture, la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont réuni en début de semaine à Kpalimé différents acteurs du secteur de la forêt de la sous-région. Une réunion après la sélection des projets dans chaque pays pour l'appui à une meilleure gestion des forêts communautaires et l'agroforesterie. En quoi ont consisté les activités? Sama Adolphe, porteur du projet togolais. L'atelier qui s'est tenu à Kpalimé du 19 au 21 juin 2023, c'était l'occasion de pouvoir présenter ce grand projet. C'était également l'occasion pour tous ces porteurs de projets de pouvoir découvrir les initiatives portées par chacun, également de pouvoir partager les idées et les expériences sur les initiatives portées par ces porteurs de projets. Pour la FAO, c'était également l'occasion de pouvoir présenter un peu la procédure pour la mise en œuvre de ces 14 initiatives. Le projet du Togo Mikago, miel d'abeilles saines et des travailleurs du karité pour les petits producteurs, pour un marché rémunérateur et la bonne gouvernance de la forêt de Goubi
bénéficie de beaucoup d'initiatives. Nous retrouvons Sama Adolphe. Il y a la sensibilisation des populations autour de cette forêt. Il y a la mise en place des comités de gestion pour la protection de cette forêt. Il y a le travail avec la commune de Goubi pour pouvoir protéger en temps réel, grâce à des outils, la protection de la forêt communautaire. Il y a également des initiatives qui ont été prises pour pouvoir restaurer cette forêt à travers le reboisement, à travers le greffage des plants de karité. La dépigmentation est une pratique observée dans nos communautés. Elle consiste à éclaircir la peau à l'aide de produits cosmétiques. Elle peut provoquer des conséquences graves. L'homme de la rue réagit et donne son avis. D'abord, on constate une peau multicolore qui parfois aussi se rougit et noircir avec le temps. Et en cas de blessure de peau aussi, la peau ne se cicatrise pas aussi vite. Ces personnes aussi ont une odeur nauséabonde. Moi, je déteste ça gravement même. Il faut déjà commencer par rééduquer la population. Le noir est très beau. Sinon, c'est anormal. La peau naturelle, tu vas essayer de changer ça. C'est pas normal. C'est pas bon. Tu gâtes ta peau naturelle. Moi, je ne supporte pas ça quand même. Avec le temps, bon, il deviendra vilain, très vilain. Une fois que vous avez une dépigmentation, il faut savoir en même temps qu'avec le temps, vous aurez peut-être un cancer de peau et d'autres maladies, etc. Pourquoi? Parce que la peau n'est plus normale comme elle a été créée. Ces propos ont été recueillis par Alou Noyoué et Hervé Segbonou. La dépigmentation en effet gagne du terrain dans toutes les communautés. Autrefois pratiquée par les femmes, le phénomène touche aujourd'hui les genres masculins et plus de jeunes, voire les enfants. L'objectif poursuivi par ceux qui la pratiquent est d'améliorer leur beauté. Mais ce phénomène cache de nombreuses conséquences graves et irréversibles en raison des produits utilisés. Docteur Ekoundé David, dermatologue à Lomé. C'est que ces pommades détruisent non seulement l'épiderme, mais vont détruire les fibres qu'il y a dans le derme et les vaisseaux. Vous mettez en jeu la thermorégulation et on a des malades qui ont utilisé tellement de dermocorticoïdes qui ne peuvent pas rester au soleil pendant 15 minutes, ils étouffent. J'en connais des femmes qui vivent actuellement en Europe parce qu'ils n'arrivent plus à supporter le soleil d'Afrique. La grosse conséquence, un peu à long terme et à moyen terme, c'est le cancer de la peau. Normalement, c'est surtout chez les blancs qu'on voit certains cancers comme l'épithéliome spinocellulaire ou basocellulaire. Et des blancs d'un âge de, par exemple, 60 ans, 55, 80. Mais ici, on commence à voir ces cancers de la peau à des âges, parce que si vous détruisez le système de défense de la peau, vous pouvez faire des cancers. Ces cancers apparaissent chez des femmes à 40 ans, à 50 ans. La peau noire a été créée par Dieu pour supporter le climat, le soleil. Et si vous le détruisez, vous détruisez cette peau-là, vous n'êtes plus couvert. Et vous avez l'effritement de la peau qui fait que si vous voyez ces femmes qui sont dépigmentées là, les vaisseaux sont visibles. De nombreuses personnes perdent l'usage de leurs sens, notamment l'ouïe et la vue, ou souffrent de déficiences orales, motrices ou autres. Elles s'en accommodent pour la plupart. En quoi consiste l'activité journalière des encadreurs de personnes handicapées? Agbemedi Yorvi Gilbert, encadreur à l'école EFATA, explique. Pour un non-voyant, il faut lui apprendre tout, s'habiller, se laver, porter ses chaussures et même la marche. On appelle ça l'orientation et mobilité. Dès le début déjà, il faut faire des exercices sur exercices pour voir si l'enfant entend bien et il faut lui montrer les directives. En commençant par son corps, nous lui apprenons les 4 points cardinaux, c'est-à-dire droite, gauche, devant, derrière. Ensuite, les bruits, tout ce qui est odorat. Donc, on doit tout faire pour lui apprendre les odeurs de toutes les huiles et même les gaz. Nous apportons ça dans des petits flacons pour lui. Nous mettons du haricot dans une boîte, on ferme. On met du riz dans une autre boîte. Que l'enfant essaye de remuer pour voir les différentes sortes de bruits d'abord et maintenant. Mélanger le riz et le haricot dans une assiette. Ils vont toucher et distinguer les différents grains. Même avec les feuilles, nous leur apprenons l'odeur des manguiers, des orangers, des goyaviers. Nous faisons aussi du sport. Nous essayons de faire tout. Même aller à vélo. On a un vélo tandem, c'est-à-dire à 2 places.
Monsieur Agbemedi Yaovi Gilbert s'est exprimé jeudi lors des activités marquant l'édition 2023 de Tirer la sonnette. Nous sommes dans ce studio avec une responsable de la FETAF, Madame Alokbenou Lamatou. Bonjour. Bonjour, Madame. Nous allons vous retrouver dans un instant pour parler de cette initiative. Merci. Activité de la plus et à présent, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Elle forme les élus locaux des communes Golfe 5, 6 et 7 sur la corruption. Cette session permet une mise à jour des connaissances des participants sur la transparence dans la gestion des devises communales. Hervé Segbonou. Ces élus locaux, une soixantaine environ, sont venus prendre les armes efficaces pour combattre la corruption sous toutes ses formes dans les municipalités. Kim Labalou Abba, président de la APLUSIA, explique davantage les raisons de leur invitation. Il s'agirait pour eux de sensibiliser au sein de leur commune leurs collaborateurs en vue de respecter les règles qui gouvernent la gestion financière des collectivités locales et également prendre des dispositions pour que les recettes qui rentrent soient utilisées au profit des projets de développement des collectivités locales. D'après Kossi Aboka, maire du Golfe 5, la corruption présente de nombreuses conséquences. Elle ronge non seulement l'économie des communes, mais également met en péril le développement du pays. Il salue l'initiative. Nous sommes appelés à connaître toutes les lois relatives à la bonne gouvernance, afin que tout ce qui constitue un bien public soit géré de façon transparente pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'est pour cela que cette formation s'avère vraiment indispensable. Le présent atelier de la bonne gouvernance est mis en œuvre par la GIZ. Il s'inscrit dans le cadre du renforcement des organes de contrôle au Togo. Culture, Almok change de registre musical. L'artiste chante désormais le gospel. L'autrice de Amazon, son dernier album, est en ce moment en studio pour un autre du gospel, son nouveau genre musical. Quelles sont les raisons? Geneviève Pognon nous le dit dans ce dossier. Je ne cours plus après les victoires mondaines. Je chante désormais pour Dieu en toute humilité. Je n'ai plus rien à prouver. Jésus est mon objectif. Ce sont les propos de la talentueuse chanteuse Almok. Elle a surpris plus d'un. Cette déclaration surprenante a captivé l'attention de ses fans. La star a révélé sa décision de se consacrer désormais à sa foi au service de Dieu. Autrefois chanteuse des morceaux mondains, la star togolaise dit dorénavant suivre la voie de Jésus. Cette décision de se concentrer sur sa foi est saluée par de nombreux fans et admirateurs d'Almok. Ils expriment leur soutien et leur respect envers l'artiste qui choisit de suivre son cœur. D'ailleurs, ce changement rime avec le titre Akbe, avec cette chanson qui boucle le premier semestre de l'année 2022. Un titre digne d'une adoration qui rassemble toutes les communautés religieuses, comme l'affirme dans la chanson Akbe. En perspective, l'artiste a d'autres projets comme la réalisation des clips vidéo et des concerts grand public. Quelques 3 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour choisir leur nouveau président, parlement et conseillers municipaux. C'est en Sierra Leone. Le président sortant, Julius Maada-Bio, brigue un second mandat face à 12 autres candidats. Mais le match va se jouer serré entre lui et son principal adversaire, Samaru Kamara, l'homme qu'il a battu de justesse il y a 5 ans. 13 candidats sont donc en lice, mais cette présidentielle sera un nouveau face-à-face entre le président sortant et un ancien ministre des Finances à la tête du Parti du Peuple. Au Maroc, le rapprochement avec Israël se poursuit, notamment sur le plan économique, avec une hausse de 32% des échanges entre les deux pays rien que l'année dernière. Cela fait suite au rétablissement des relations via les accords d'Abraham en décembre 2020. Mais Rabat a annoncé hier le report du forum de Negev, censé regrouper les pays musulmans ayant signé ces accords.
Un report justifié officiellement par les violences en Cisjordanie, Bahreïn, Émirats arabes unis, Égypte, Maroc, États-Unis et Israël sont les 6 pays qui devraient participer au 2e forum de Negev après celui organisé en Israël en décembre de l'année dernière. Dernière ligne droite dans le procès de Philippe Manier dans l'affaire du génocide au Rwanda. Ce texte adjudant, chef de la gendarmerie de Nyanza dans la préfecture de Batura, au sud du Rwanda, est poursuivi devant la cour d'assises de Paris pour génocide et crimes contre l'humanité, notamment pour son implication présumée dans plusieurs massacres fin avril 1994. Des accusations qu'il conteste. Hier était dédiée aux plaidoiries des partis civils. La Cour a notamment entendu Maître Domitille Philippat au nom du collectif des partis civils pour le Rwanda, fondé par Dafosa et Alain Gauthier, qui sont à l'origine de la plainte ayant mené à ce procès. Madame Alorpénou Clémence Lamatou, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes coordonnatrice du volet genre, handicap et protection de l'enfant à la FETAF, la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. Jeudi, la FETAF a organisé donc une activité, tirer la sonnette. Expliquez-nous un peu en quoi elle consiste cette activité. Merci, madame. Tirer la sonnette, c'est une action de sensibilisation et de plaidoyer auprès des autorités, des acteurs communautaires, d'autres acteurs de l'éducation et de toute la population pour que l'éducation, le système éducatif soit rendu inclusif pour les enfants handicapés. Elle consiste à attirer l'attention de l'autorité et des différents acteurs de l'éducation sur la situation des enfants handicapés et les conditions à réunir pour que ces enfants puissent aller à l'école, jouir de leur droit à l'éducation comme les autres enfants. Et pour cette année 2023, le thème, c'est l'éducation inclusive de la petite enfance à base de jeux. L'éducation inclusive de la petite enfance à base de jeux. D'où est parti ce projet Tirer la sonnette? L'origine de l'action Tirer la sonnette, elle est initiée en 2012 par la Fondation Liliane, une organisation hollandaise qui travaille pour la prise en charge, la promotion, la protection, l'inclusion des enfants handicapés dans la société. Donc l'inclusion des enfants et jeunes handicapés dans la société. Cette action est initiée pour amener les autorités à rendre accessible l'éducation aux enfants handicapés. Et donc, c'est pour le plaidoyer, pour la sensibilisation afin que l'éducation inclusive soit généralisée et institutionnalisée, que la FETAF s'est engagée aussi. C'est une action mondiale. Tous les pays où la Fondation Liliane intervient, l'action se mène chaque année depuis 2012. Mais pour le Togo, la FETAF a commencé par organiser l'action à partir de 2017. Avant d'aller plus loin, la Fondation Liliane, elle intervient au Togo et sur quel domaine? En dehors de l'initiative Tirer la sonnette. La Fondation Liliane intervient au Togo depuis plus de 20 ans. La FETAF a pris la coordination des interventions de la Fondation Liliane au Togo en 2015. Donc la Fondation Liliane apporte un soutien aux enfants handicapés dans tous les domaines de la vie. Et nous parlons de l'autonomisation de l'enfant. Et quand nous parlons de l'autonomisation de l'enfant, nous touchons l'éducation, la santé, les moyens de subsistance, le social. Nous pouvons dire que l'autonomie est transversale à tous les domaines. On recherche l'autonomie de l'enfant sur le plan éducatif. On recherche son autonomie en faisant des interventions dans le domaine de la santé. On recherche son autonomie en travaillant dans le domaine des moyens de subsistance. Et au niveau social, on recherche l'autonomie de l'enfant en faisant tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse participer à la vie de la communauté comme les autres enfants. On va maintenant revenir à notre initiative Tirer la sonnette. Elle est célébrée depuis 2017 et puis de 2017 à 2023, dites-nous qu'est-ce qui a été fait avec la célébration de ce projet? La première édition a été organisée en 2017 au Togo et nous l'avons organisée en collaboration avec des établissements scolaires. 2017, c'est essentiellement le CG de Kelogougan qui a été ciblé pour la réalisation de l'action Tirer la sonnette.
Pour la première édition en 2017. Oui. La réalisation de l'activité en cette année nous a permis de comprendre davantage, parce que c'est une école où sont accueillis les enfants handicapés visuels après leur CPD. Il y a une école privée, Saint-Augustin de Kégué, encadrée par l'association ATA. L'association ATA, c'est l'association togolaise des aveugles. Voilà. Donc, l'association a une école où les enfants sont encadrés jusqu'à leur CPD. Après l'obtention du CPD, ils doivent intégrer l'école ordinaire. Donc, les enfants qui sortent sont intégrés pour la plupart au niveau du CG Kelégougan. L'action, quand nous l'avons organisée en 2017, ça a permis de sensibiliser et les responsables de l'établissement, les enseignants, les élèves non handicapés. Ça a permis de les amener à comprendre les difficultés que rencontrent les enfants handicapés. De comprendre tout ce qu'ils peuvent faire pour mieux les accompagner à mieux bénéficier de l'éducation comme eux aussi. Au niveau des enseignants, ça a permis aussi à eux de comprendre davantage les difficultés de ces enfants, parce qu'après cet événement, nous avons mis en place là-bas un comité avec l'appui de la directrice à l'époque pour faire un peu l'état des lieux, pour comprendre quelles sont les vraies difficultés auxquelles ces enfants-là sont confrontés dans l'établissement. Et les difficultés à plusieurs niveaux ont été relevées. Ça a permis de voir que entre les professeurs, les enseignants et les encadreurs, les professeurs de suivi qui sont là, rien que pour ces enfants-là, il n'y avait pas une bonne collaboration. Et donc, cet état de lieu a permis de voir ces manquements. Et suite aux résultats de cette recherche, on a essayé d'avoir des séances de travail avec les parties prenantes, et ça a permis de les rapprocher, de favoriser une meilleure collaboration entre les professeurs de suivi là et les enseignants pour que ces enfants soient mieux encadrés, pour préparer les devoirs surtout. Pour 2018, on a eu à réaliser l'édition de 2018 au lycée de Baie-Plage. C'est là-bas que les enfants handicapés auditifs sont intégrés après leur CEPD. Kelégougan, les enfants handicapés visuels. Cette fois, c'est les enfants handicapés auditifs. Oui. Le lycée de Baie-Plage accueille les enfants handicapés auditifs après leur CEPD. Nous avons pour les enfants handicapés auditifs au niveau de Baie, Vivenda, c'est une école spécialisée, comme le centre Saint-Augustin de Kégué dont j'ai parlé par rapport aux enfants handicapés visuels. Ici, en 2018, c'était beaucoup d'établissements qui étaient impliqués. Les établissements ordinaires, publics, privés, à la suite de l'action de 2018. En dehors du plaidoyer qui est fait au niveau de l'autorité, il y a eu aussi un travail qui a été fait au niveau de Baie-Plage pour comprendre davantage les difficultés auxquelles les enfants handicapés auditifs sont confrontés au lycée de Baie-Plage où on les intègre. Cela a permis aussi là-bas d'initier des actions à l'endroit d'abord des autres élèves non handicapés. Comme ça a été fait en 2017 dans l'autre établissement scolaire. On a rencontré aussi l'association des parents d'élèves pour leur faire comprendre la nécessité de prendre en compte les difficultés de ces enfants-là. Et pour que dans le budget, puisque les budgets des établissements, il y a aussi les parents d'élèves qui sont impliqués, qui contribuent à la gestion. Donc un plaidoyer a été fait à l'endroit de l'association des parents d'élèves. Entre autres difficultés rencontrées, il y a le manque de formation des enseignants de cet établissement-là en langue de signes. Si les enseignants n'ont pas les compétences nécessaires pour les encadrer, les enfants seront dans la classe, mais ils ne pourront pas suivre comme les autres. Donc, on a initié une formation à l'endroit des enseignants, de tous les enseignants de l'établissement. Et pour que ça puisse aller loin, il était question d'identifier parmi tous les enseignants un échantillon d'enseignants avec qui on approfondit encore la formation pour qu'ils soient une référence, pour que en dehors des heures de classe, ils puissent donner un peu de leur temps encore pour accompagner ces enfants-là. Et comme ils doivent donner un peu plus de leur temps, il faut une petite motivation. Raison pour laquelle on a engagé une action de plaidoyer à l'endroit de l'association des parents d'élèves
afin qu'ils voient dans quelle mesure une ligne peut être dégagée pour motiver ces enseignants. On a commencé le processus, mais on n'a pas eu véritablement gain de cause. Mais la formation des enseignants, on l'a poursuivi sur 2 ans pour pouvoir quand même communiquer davantage avec les élèves là. La difficulté qu'on rencontre encore à ce niveau, c'est que les affectations ne tiennent pas véritablement compte de ces efforts-là que nous faisons. Et donc, les enseignants sont affectés. Ça ne permet pas de pérenniser l'initiative. Oui. Voilà. Et pour 2019, nous l'avons organisé au lycée Tocoin Est. Là aussi, c'était plusieurs établissements. On n'a pas choisi le lieu de l'apothéose en fonction d'une déficience quelconque, mais l'objectif de l'action étant d'amener les autorités, différents acteurs de l'éducation à comprendre les difficultés des enfants handicapés et à rendre accessible l'éducation à ces enfants. Là, c'était les enfants, que ce qu'ils soient handicapés ou pas, tout le monde était invité. Quand même, ça permet partout où nous passons de sensibiliser tous les enfants, tous les élèves sur les difficultés que rencontrent les enfants handicapés. Et quand ils comprennent, les autres élèves comprennent, c'est eux-mêmes qui choisissent les messages à véhiculer aux autorités le jour de l'apothéose. Ressortir les difficultés. Le fait que beaucoup d'enfants handicapés sont à la maison dans certains coins de notre pays qui ne peuvent même pas aller à l'école. Surtout ceux qui ont la déficience visuelle, auditive. Il y a encore des localités où ces enfants ne peuvent pas aller à l'école. Parce que pour la plupart du temps, c'est dans les écoles spécialisées que ces enfants commencent. Et les écoles spécialisées sont privées. Oui. Et c'est surtout dans les grandes villes, les chefs-lieux de région. Et donc, les enfants handicapés des villages reculés, beaucoup n'ont pas accès à l'éducation. Ce que nous faisons, c'est pour que l'éducation soit rendue inclusive et généralisée. Comme ça, chaque enfant, quel que soit là où son endroit d'habitation, il peut aller à l'école. Cela suppose que les enseignants doivent être formés sur comment encadrer les enfants handicapés, chaque type de déficience. Et le matériel didactique aussi doit être accessible. Oui. Les infrastructures doivent être aussi rendues accessibles pour que les enfants handicapés puissent vraiment aller à l'école. Il faut rappeler que l'activité a été juste suspendue au moment de la crise sanitaire de Covid-19 et les activités reprennent cette année. En 2020, nous avons préparé l'activité et c'était le jour J que, à cause de Covid, on nous a appelés pour nous dire non, vous ne pouvez plus réunir un grand nombre de personnes, donc l'apothéose ne peut pas avoir lieu. Et donc, depuis ce temps, on n'a plus organisé l'action et c'est cette année qu'on a renouer avec l'habitude et le thème pour cette année, c'est l'éducation inclusive de la petite enfance à base de jeux. Parce que les enfants handicapés, généralement, vont à l'école à un âge avancé. Les parents, d'abord, se demandent si l'enfant handicapé, surtout auditif, visuel, peut aller à l'école. On doute et ce n'est qu'à un âge avancé que les enfants qui ont la chance d'avoir des parents qui ont un peu de moyens, qui sont conscientisés, informés, les amènent à l'école. Avec ce thème, nous voulons attirer l'attention sur la nécessité que les efforts d'inclusion qui sont en train d'être faits prennent en compte la petite enfance. Et donc, ici, il est question qu'on comprenne que l'enfant handicapé aussi peut aller à l'école dès le bas âge. Et pour que ça soit possible, on doit baser beaucoup cette éducation de la petite enfance sur les jeux. Et ça permettra à l'enfant handicapé de pouvoir aussi bénéficier de l'enseignement au préscolaire. Madame Lamatou, dans vos propos, vous mettez l'accent plus sur les enfants handicapés visuels, auditifs. Est-ce que pour les personnes handicapées physiques, les enfants, il y a du mieux de ce côté par rapport à la scolarisation? Oui, il y a du mieux à leur niveau. Sauf que c'est l'accessibilité physique qui pose problème souvent à leur niveau. Lorsque nous avons des salles de classe où on n'a que des escaliers partout, nous avons des toilettes dans nos écoles qui ne sont pas accessibles. Lorsque un enfant handicapé moteur, je vais parler des membres inférieurs, supérieurs, et lorsqu'il arrive, s'il a la chance
d'avoir un fauteuil roulant par exemple, un tricycle, s'il arrive et ce n'est que des escaliers, pour accéder à la salle de classe, vous voyez les difficultés qui se posent. C'est pénible. Et supposons qu'il n'a plus comme ça. L'enfant arrive et il doit descendre de son fauteuil roulant, de son tricycle pour aller à Carpa. Vous voyez un peu. Si il est dans la classe et il sent les besoins, il doit aller aux toilettes et il ne peut pas aller avec son fauteuil roulant parce qu'on n'a pas construit en pensant à ces enfants-là, à tout ce qu'ils utilisent comme matériel. Madame Lamatou, avec les objectifs de l'édition de l'initiative Tirer la sonnette, on voit clairement les attentes. C'est beaucoup plus le plaidoyer pour une éducation inclusive. Oui, vous l'avez dit, dans les milieux reculés, c'est difficile de trouver des écoles adaptées à ces enfants qui souffrent d'une déficience, mais maintenant aux parents, même dans les grandes villes où on peut avoir accès à une école spécialisée qui puisse prendre en charge son enfant pour l'éducation, les gens continuent de cacher leur enfant qui souffre de déficience particulière. Qu'est-ce que vous leur dites? Nous interpellons les parents qu'ils comprennent que les enfants handicapés ont les mêmes droits que les enfants non handicapés. Et si on réunit les conditions, si on ne les cache pas, si on leur donne l'opportunité de participer à la vie de la communauté, ils vont pouvoir développer des talents. Ils vont réussir dans la vie. Aujourd'hui, on a beaucoup d'opportunités. Il y a des associations, il y a des services partout qui accompagnent, qui orientent par rapport aux opportunités qui existent pour pouvoir accompagner l'enfant à dépasser ses limites. Madame Alokpeno Clémence Lamatou, coordonnatrice du volet genre, handicap et protection de l'enfant à la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées. Merci. Merci. Écho du palais à présent, le sujet continue de faire couler beaucoup de salive et de larmes. La mort de la petite Josiane suite à des violences sexuelles. Le 12 juin dernier, à Lomé, les individus qui s'adonnent à cet acte tombent sous le coup de la loi. C'est le cas du sieur Yaovi, un repris ou connu de justice domicilié à Koumé à Sondé. Que s'est-il réellement passé? Hélène Assabi raconte. Janvier 2012, le nommé Yaovi invite la petite Mazalo à son domicile. Pour réussir à lui imposer les rapports sexuels, il lui passe d'abord un produit sur le corps. Il fait croire à sa victime qu'avec ce produit, elle ne connaîtra jamais d'échec scolaire. Avec cette ruse, il déshabille la petite Mazalo et assouvit son appétit sexuel contre une pièce de 100 francs CFA. La fillette sera ensuite soumise à des rapports sexuels répétitifs. Un jour, le sieur Yendine, un des voisins, surprit la fillette en train de cogner à la fenêtre de Yaovi alors qu'elle est censée être à l'école en ce moment. Interrogée, Mazalo répond qu'elle cherche Yaovi pour prendre de l'argent. Le sieur Yendine informe son père. Ce dernier soumit sa fille à un interrogatoire. Après une brève hésitation, elle avoue les faits. Suite à ces révélations, Yaovi a été interpellé par la gendarmerie. Devant la cour d'assises de Kara, à l'audience du 16 février 2023, l'accusé est déclaré coupable des faits à lui reprocher. Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 25 millions de francs CFA d'amende. Les sports du football. Le 8 juillet prochain va débuter le championnat national D1 de foot féminin. Ils sont 13 clubs à la quête du titre. Certains parmi eux s'activent déjà. Théophile Dandako. Parmi ces clubs féminins qui s'activent arrive en premier lieu Bella FC de Kara qui change de nom et devient ASCO féminin. Ce changement de nom était au cœur d'une assemblée générale extraordinaire ce matin à Kara. ASCO féminin sera parmi les clubs féminins de la Ligue de Kara qui jouent la Coupe de la Ligue. Ce sont des préparatifs pour le championnat national qui concerne 13 équipes. Le club Amis du Monde de Lomé qui détient le titre regorge d'un grand nombre de joueuses qui étaient à la CAN féminine. Le public togolais s'attend donc à un championnat relevé à partir du 8 juillet prochain dans 2 semaines. Théophile, que dire donc de la plateforme togolaise au 2e jeu africain de beach volley en Tunisie?
Notre compatriote Achu Anatole, directeur technique national de la Fédération togolaise de volleyball, arbitre international, a officié hier lors de ces Jeux africains. Achu a départagé la Tunisie, pays hôte au Niger, à Hammamet. Dominatrices, les Tunisiennes ont remporté les 2 sets, 21-13 et 21-11. L'arbitrage togolais sur ce match a été salué pour sa justesse, son professionnalisme et son expérience tout au long du match. La connaissance des règles par Achu Anatole a contribué à assurer l'équité de la rencontre. C'est le commentaire qu'on peut lire sur le site officiel de la Fédération togolaise de volleyball. Il s'est agi, bien entendu, de la performance togolaise aux 2e Jeux africains de beach volley en Tunisie. Revue de presse avant de boucler cette édition. La vie chère, elle continue de préoccuper les Togolais. Ces Togolais qui se préparent à aller aux urnes pour les élections législatives et régionales. Des élections dans un climat apaisé. C'est le vœu de l'Église catholique. Le tour des parutions de la semaine avec Léontine Atogima. La conférence des évêques du Togo souhaite que l'apaisement règne dès maintenant jusqu'à la fin du processus électoral, lit-on dans les colonnes de Togo Matin. Le quotidien privé poursuit en indiquant que ces hommes en robe blanche avec calotte à la tête exhortent les uns et les autres à prendre les dispositions conséquentes en vue de garantir un climat apaisé. L'atmosphère politique est bien détendue, le recensement électoral s'est bien déroulé dans le calme. C'est la même parution, c'est-à-dire Togo Matin, qui dévoile les intentions de la DMP, dynamique pour la majorité du peuple sur les prochaines élections. Le regroupement de Brigitte Kafu à Jamagou Johnson, issu de la scission avec la dynamique Monseigneur Koudro, compte œuvrer pour la transparence électorale, révèle le journal. Pour atteindre cet objectif, la DMP compte sur ses militants et sympathisants. Ainsi, la dynamique a lancé un appel de fonds à l'endroit de ses militants et des bonnes volontés afin de financer son mécanisme de contrôle des élections. Ce mécanisme vise entre autres à sécuriser le vote et à disposer des résultats réels à travers la collecte systématique des résultats afin d'obtenir la preuve de sa victoire. Togo Matin s'exclame devant cette initiative alléchante quand la DMP fait saliver ses militants et sympathisants. Rassurante, la dynamique est sûre de pouvoir dynamiter les résultats au soir des élections. La lanterne n'y croit pas. L'apparition refuse de se voiler la face et se demande comment l'opposition togolaise peut réussir ce pari alors qu'elle est en pleine décrépitude. C'est plutôt la victoire prochaine du parti au pouvoir qui est en téléchargement, note l'hebdomadaire. En attendant les urnes, l'inquiétude des populations pour l'heure est la vie chère. Les Togolais n'en peuvent plus, s'indigne la lanterne. La majorité des Togolais tirent toujours le diable par la queue. La faim est la chose la mieux partagée car manger 2 ou 3 fois par jour est devenu un luxe, déplore le journal. Reconnaissant les mesures prises par le gouvernement pour soutenir un tant soit peu la vie chère, l'hebdomadaire invite à faire davantage car, selon la parution, les mesures ne profitent qu'à une frange de la population. Les denrées alimentaires ne cessent de coûter les yeux de la tête, rapporte la lanterne. Parmi ces denrées alimentaires, Flambeau des démocrates met l'accent sur le cas des poissons. L'hebdomadaire cherche à comprendre ce qui cause la cherté des poissons malgré la croissance. Si une croissance dans le secteur de la pêche induit une moisson susceptible de satisfaire la demande, ce n'est pas le cas dans les marchés. L'ampleur de la situation nécessite une attention toute particulière en vue de sa normalisation dans le panier de la ménagère. C'est l'invite de Flambeau des démocrates. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé.
Cette édition se referme à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe qui a permis sa réalisation et sa diffusion. Merci également à vous. Le rappel des titres à présent. L'éthique et l'énergie vont connaître une amélioration au Togo. La présidente directrice générale du MCC, Millennium Challenge Corporation, a échangé mardi avec le président de la République sur ces questions. Elle est d'apparence modeste et joue un grand rôle dans les défis environnementaux auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Elle, c'est la mangrove. Son importance, vous l'avez suivi dans cette édition. La dépigmentation, agir pour blanchir la peau noire, est une pratique dangereuse. Quelles sont ses conséquences? Vous les avez aussi suivies avec un spécialiste en santé. La coordinatrice genre et protection de l'enfant de la FETAF, la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, était l'invitée de cette édition. Alors que nous, Clémence Lamatou, a abordé avec nous l'initiative tirée de la sonnette. L'édition 2023 a été observée jeudi. Bonsoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg